Bonjour et bienvenue pour notre webinaire de First Draft en forme de conversation de la série Couvrir le coronavirus. Alors, First Draft, juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui soutient et informe la lutte contre le désordre informationnel par à la fois des projets collaboratifs entre médias et aussi parfois avec des universités, par exemple, de la formation et de la recherche. Alors aujourd'hui, nous allons échanger à propos du bien-être mental des journalistes et du traumatisme vicariant, un sujet peu abordé, parfois tabou et d'autant plus essentiel dans des situations hors normes comme celles que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ce webinaire, il s'adresse donc aux journalistes, mais aussi aux responsables d'équipe, aux responsables de rédaction, aux responsables d'organisation et pourquoi pas aux personnes qui s'occupent des ressources humaines, et à toutes celles et ceux que ce sujet interpelle de façon générale. Un petit point logistique rapidement. Vous pouvez participer à la conversation d'aujourd'hui par le biais de la fonction chat ou boîte de conversation, donc sur laquelle il faut bien se rappeler de sélectionner tous les commerçants et tous les participants, parce qu'autrement, tout le monde ne pourra pas voir vos commentaires et vos questions. Vous pouvez poser vos questions à tout moment. Selon le temps qui nous reste, nous pourrons aussi prendre quelques questions supplémentaires à la fin. Et merci de noter aussi que nous enregistrons ce webinaire et qu'il sera ensuite disponible dans quelques jours sur le site de First Draft. Alors, je voulais aussi préciser qu'un webinaire au sujet similaire a été déjà proposé en anglais avec l'initiative de ma collègue Victoria Kwan et que je la remercie pour avoir dessiné les grandes lignes de cette conversation. Alors, quelques points de présentation tout d'abord. Alors, de façon très impolie, je vais commencer par moi. Donc, je m'appelle Marie Bonner, je suis responsable projet chez First Draft. J'ai notamment coordonné notre projet Crosscheck France autour des élections présidentielles françaises en 2017, notamment avec Sam de Varley ici présent, et notre plus récent projet autour des élections municipales qui a largement été envahi par le sujet du coronavirus. Alors, pour cette conversation, nous accueillons aussi Sam Doberley, qui dirige le Crisis Evidence Lab d'Amnesty International et gère le programme primé Digital Verification Corps. Sam a publié des recherches sur l'impact des enquêtes open source et sur le traumatisme vicariant, dont un guide dont il est co-auteur, publié chez First Draft et dont je vous donnerai les références à la fin de ce webinaire, et un ouvrage plus récent publié en 2020, comme vous pouvez le voir sur cette présentation. Sam avait aussi partagé sa grande expérience en la matière lors de notre webinaire anglophone. Merci donc vraiment de reprendre le temps avec nous aujourd'hui pour cette session francophone. Merci Sam. Notre deuxième intervenant aujourd'hui, c'est Emmanuel Serrault, qui est journaliste référent sécurité à la rédaction en chef de l'AFP, donc de l'agence France Presse. Il organise des formations sur les couvertures en zone hostile et la cybersécurité. Il a aussi créé le programme de brief et débrief post-reportage pour l'AFP. Merci donc à vous aussi, Emmanuel, de prendre le temps de converser avec nous et de partager votre expérience aujourd'hui. Enfin, ce webinaire peut être organisé aussi grâce au concours super efficace de mes collègues Nel et Bethan qui sont avec nous aujourd'hui. Bethan en particulier, avec nous dans les panélistes, va observer vos questions et commentaires dans la boîte de discussion et nous les faire remonter au fur et à mesure de cet échange. Donc, merci d'avance aussi pour ça, Bethan. Alors, je voudrais commencer par affirmer une chose. Votre travail de journaliste est aujourd'hui plus essentiel que jamais parce qu'une information fiable et facile à comprendre a un impact qui peut être vital en ces temps de crise sanitaire. Le contraire est tout aussi vrai. Les mésinformations en temps de crise sanitaire, on l'a vu récemment et on le voit régulièrement, peuvent aussi avoir un effet mortel. Il est pourtant difficile aujourd'hui de s'y retrouver pour produire des informations fiables et l'on ne peut que constater les défis que travailler en temps de pandémie représente. Donc, par exemple, effectivement, la situation et le niveau de nos connaissances évoluent constamment. La dimension personnelle du sujet est évidente. Nous sommes tous et toutes touchés de manière personnelle par cette situation, potentiellement en étant malade ou par le fait d'avoir des proches qui vont mal ou qui sont décédés. Les incertitudes sont fortes, en particulier en matière d'information scientifique, mais aussi en matière de décision politique. Ce qui semble vrai un jour peut ne plus l'être le lendemain. Il a fallu aussi s'adapter au travail en situation de confinement, isolé ou en famille. Puis, il faut à présent, pour celles et ceux qui sont en France ou en Allemagne, par exemple, comme Sam, s'adapter à la situation de déconfinement. Les sujets à couvrir sont potentiellement stressants et choquants.
Ce sont des situations de souffrance, des décomptes de morts et de malades quotidiens, des situations de précarité, de panique dans certains cas. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Sam et Emmanuel, c'est comment votre pratique professionnelle à vous est affectée par cette situation? Peut-être Emmanuel d'abord, ensuite Sam. Alors, bonjour à tous. Ma pratique, on va parler plutôt de la pratique en général à l'agence plutôt que de la mienne personnelle. Mais nous, notre pratique, elle a été affectée parce qu'en fait, en quelques jours, il a fallu, je dirais, mettre en télétravail plus de 2500 personnes dans le monde. Et contre toute attente, et vraiment à l'étonnement d'absolument tout le monde, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que tout le monde a réussi je dirais, l'agence en général a réussi à avoir le même niveau de couverture quasiment, tout en étant en télétravail. Ça a nécessité la mise en place évidemment d'un processus qui a démarré en fait avant le confinement. On a mis en place une cellule de crise, on peut dire. Je me souviens plus exactement, mais je pense que c'était à peu près dans les 2 semaines, 3 semaines avant le confinement. Et on a commencé à préparer tout l'aspect technique, logistique, etc. Ce qui fait que quand ça a dû arriver, les gens ont pu, je dirais, les journalistes ont pu travailler de chez eux, qu'ils soient en production ou qu'ils soient en édition. Voilà, un point qui moi me semble important quand on dit qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, c'est que je pense qu'il faut voir, enfin je serais intéressé de ce que va dire Sam là-dessus, mais je pense qu'il faut voir aussi l'historique de l'entreprise ou l'historique de comment avons-nous géré des crises précédentes, parce que celle-là qui est arrivée, si vous voulez, des boîtes d'une telle importance ne peuvent pas démarrer de zéro. Et je vois pour nous, par exemple, la prise en compte du danger, la prise en compte de l'aspect émotionnel, traumatique éventuel, des couvertures, etc., remonte au printemps arabe. Et depuis le printemps arabe, on a quand même, je dirais, amélioré nos techniques, pris en compte un certain nombre de choses. On parlait du briefing, des briefings, des choses comme ça, des hotlines psy avec qui maintenant on a des contrats, etc. Tout un ensemble de choses qui font que le jour où le Covid est arrivé, finalement, pour nous, je dirais que c'était dans les gènes, dans nos nouveaux gènes, de dire en télétravail, d'avoir des guidelines très clairs pour dire aux gens de faire attention à eux, que jamais une photo ou un article ne vaudrait une prise de risque, que le télétravail c'était compliqué, qu'il fallait donc qu'on leur a envoyé toute une sorte de guidelines, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce travail, finalement, ça faisait quelques années qu'il était préparé par ce que je vous dis, le fait qu'on ait pu prendre en compte cette dimension, je dirais, difficulté et cette dimension émotionnelle. Très intéressant. On reviendra justement sur les mesures exactement qui ont été prises tout à l'heure. Sam, un commentaire? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, merci, un grand merci de pouvoir être ici avec vous et de partager un peu ces expériences. Donc, chez nous, chez Amnesty, ça a été un peu différent parce que moi, chez Amnesty, je suis dans l'équipe de réponse aux crises, en fait. Donc, on est très habitué à travailler sur les crises, mais normalement, ce sont des crises qui, on a la chance, ne nous impactent pas vraiment. On a toujours eu la chance de nous en sortir si on veut. Donc ici, on a une crise qui est complètement différente parce que cette crise, oui, il faut travailler dessus, il faut travailler sur les impacts. Pour nous, chez Amnesty, j'étais avant journaliste, donc ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Mais chez nous, chez Amnesty, c'est l'impact droit humain sur de Covid. Donc, il faut regarder ça partout dans le monde de niveau crise. Mais ici, normalement, quand on parle d'une guerre, d'un conflit, du printemps arabe, comme on a parlé Emmanuel, c'était toujours une question on pouvait s'en sortir. Ça ne nous impactait pas vraiment. Là, ici, on travaille sur les crises partout dans le monde, mais aussi chez soi. Donc, on doit s'inquiéter pour nos familles, nos amis, nos proches, nos collègues aussi. On a eu des collègues dans notre équipe qui, on croit, ils ont eu Covid même. Donc, ça a changé vraiment. Mais ce qu'on a eu dans notre équipe, on était déjà une équipe dispersée. Donc, notre équipe, c'est une vingtaine de personnes qui sont déjà partout dans le monde. Ils sont aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, comme moi, à Genève, en Suisse, en France aussi. Donc, on était déjà habitués au télétravail.
On avait toutes nos réunions par semaine, chaque semaine, 2, 3, 4 fois par semaine. On avait déjà ces habitudes de parler sur Zoom ou de Sightlink ou de Skype for Business ou peu importe, c'est pas grave, ce sont tous les mêmes. Donc, pour ça, niveau de travail, ça n'a pas changé grand-chose pour nous, sauf cette question d'inquiétude pour les autres. Parce qu'on n'avait pas l'opportunité de nous voir avant qu'on était censé rester à la maison. On était tous quand même déjà à la maison, mais on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas avoir contact, on ne pouvait pas prendre soin l'un de l'autre un peu. Ça c'était vraiment différent. Et donc, on a essayé quand même de prendre le contact plus régulièrement que d'habitude. Avant, c'était une fois par semaine. Maintenant, c'est presque carrément tous les jours. Cela a beaucoup aidé, en fait. D'accord. Alors, justement, peut-être, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de traumatisme vicariant? Parce que là, vous évoquez tous les deux le fait que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez déjà avant. Sam, c'est quelque chose que tu as défini aussi dans le guide que tu as coécrit avec Michel Grant pour First Draft. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'est le traumatisme vicariant? Oui, donc le traumatisme vicariant, ça existe au niveau de diagnostic, ça existe depuis plusieurs années. C'est vraiment une question d'avoir l'expérience de quelque chose de traumatique, mais on n'est pas là. On n'est pas vraiment là, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas regardé, on n'a pas vu les choses dérouler. Mais niveau mon travail d'habitude, c'est une question d'examiner des vidéos, des photos, des événements de loin. Donc, ça peut être un attentat à Kaboul, comme on a vu hier, la guerre en Syrie, un attentat en Syrie qu'on a vu depuis 9 ans. Et en tant que journaliste, en tant qu'investigateur, chercheur, on voit beaucoup de ces images. On voit quotidiennement, on doit les interroger, on doit les vérifier, on doit faire des rapportages dessus. Mais on n'était pas à Idlib, on n'était pas à Alep, on n'était pas à Kaboul. Donc, ça commence à donner une expérience comme si on était là. Et il y a le livre du American Psychiatric Association qui s'appelle le DSM, ça veut dire Diagnostic and Manual of Mental Disorders, numéro 5, qui a été publié en 2013, qui a dit que le fait de regarder ces vidéos de loin, si ça fait partie du travail, ça peut donner le traumatisme vicariant qui peut éventuellement mener à PTSD, donc Post-Traumatic Stress Disorder. Je ne connais pas le mot en français, excuse-moi. Post-traumatique. Voilà, merci beaucoup. Donc vraiment, depuis 2013, ça a été accepté que pendant le travail, on peut avoir une expérience du traumatisme vicariant. Emmanuel, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à cette définition? Non, non. Ce que dit Sam me fait penser avant Covid, justement, à par exemple notre desk à Nicosie qui, dans les années 2012-2013, éditait beaucoup de vidéos affreuses de décapitation, notamment de journalistes. C'est un sujet sur lequel on a effectivement travaillé parce qu'on a déjà été confronté à ça à un moment donné. Je pense que je le ressens moins, entre guillemets, sur le Covid. Je pense que le traumatisme qu'on ressent ou que des gens de l'AFP ressentent est un peu différent de celui-là. Un petit peu différent, mais je pense qu'on va en parler. Ouais, si je peux, Marie, ce que je rajouterais, c'est que aussi, c'est pas que des vidéos. Hein. On peut avoir aussi cette expérience en lisant des textes, par exemple, ou en écoutant une interview, un entretien. Donc, c'est pas que des vidéos. Donc, c'est plus habituel avec les vidéos, je dirais, mais c'est aussi en lisant les textes qu'on peut aussi avoir cette expérience. Bien sûr, j'allais faire le lien aussi avec ce que font les journalistes et les chercheurs chez nous à First Draft, où en fait, ils passent leur journée à faire de la veille sur des mésinformations ou des théories complotistes, par exemple, autour du coronavirus. Et donc, même si le sujet lui-même du coronavirus
peut être potentiellement moins traumatisant qu'une décapitation. Le fait d'avoir ce système de pensée, par exemple, mis en place par les théories complotistes et d'être en lien avec ça toute la journée de manière répétée, peut aussi avoir un effet, j'imagine, assez traumatisant. Alors justement, si on parle... Oui. Juste un point, c'est intéressant parce que Sam disait tout à l'heure que finalement chez Amnesty, vous avez assez l'habitude, de par le fait que vous êtes, je dirais, répartis un peu partout dans le monde, à avoir des visioconférences, etc. Ça me faisait penser que pour nous, à l'AFP, par exemple, on a le système qu'on utilise en interne, c'est Teams. Eh bien, quasiment personne ne l'avait jamais utilisé. C'est un système qu'on s'est approprié en quelques jours parce qu'on n'était pas du tout, mais alors du tout, habitués à faire des visioconférences, etc. On en faisait un peu, mais très peu, au point que notre service technique a dû vite travailler très vite pour donner, par exemple Zoom, le rendre compatible au niveau sécurité informatique, vous voyez, pour que des JRI de chez nous, des vidéastes, puissent travailler et faire des interviews et filmer des interviews. Donc pour nous, c'est tout à fait récent, ça. Et le traumatisme, enfin, ce qu'on ressent chez nous, c'est, alors, j'en vois plusieurs que je ne liste pas du tout par ordre d'importance, mais vous avez parlé, c'est vrai que pour nous aussi, c'était très important, d'expérience de la part de gens de l'AFP qui ont eu le Covid, qui en ont souffert. Et évidemment, le bouche à oreille dans le journalisme est très rapide et très fort. Et c'est vrai on a eu, sauf erreur, quelques dizaines de gens, je ne crois pas me tromper en disant une soixantaine, mais de gens dont on suspecte qu'ils ont eu le Covid. Il y a eu quelques hospitalisations. Personne n'a été en réanimation jusqu'à ce jour, mais des gens qui l'ont eu en parlent évidemment, et il y a eu des expériences extrêmement graves et très traumatiques, vraiment des gens qui ont été extrêmement mal. Donc ça a beaucoup touché. Une autre chose qui touche, c'est le télétravail. Je pense qu'on va en reparler, parce que le télétravail, en fait, pour nous, en tant que journalistes, change tout, puisqu'on n'est jamais habitué à travailler seul dans notre coin. Là, je dirais qu'il y a eu des gens, il y a par exemple une cinquantaine de personnes sur les 1000 et quelques du siège qui veulent à tout prix revenir et qui ont dit dans un questionnaire qu'on a fait il y a un moment que eux, no matter what, ils voulaient rentrer de toute façon, ils voulaient revenir au siège. C'est une minorité, et l'immense majorité veut quand même maintenant faire moitié-moitié entre le siège enfin, entre rentrer au siège et rester en télétravail. C'est intéressant parce que du coup, c'est effectivement cette situation où effectivement vous n'aviez pas l'habitude d'être en télétravail du tout, c'est peut-être une situation qui est beaucoup plus éprouvée, ou en tout cas que moi j'ai éprouvée avant en tant que journaliste freelance. Et pour tous ceux qui sont journalistes pigistes ou freelance, c'est une situation qui est beaucoup plus proche d'un certain sens de la normale, même si le fait d'aller sur le terrain fait aussi partie effectivement du travail, et que là c'est moins le cas, où c'est le cas avec des autorisations et des choses un peu différentes. Mais effectivement, les situations sont toutes très différentes par rapport à ça. Peut-être si on revient sur la question du traumatisme vicariant, dans le guide, il y a cette question de repérer les signes du traumatisme vicariant. Quels sont ces signes-là? Est-ce que, Sam, tu peux nous donner peut-être plus de détails sur les signes qu'on peut repérer? Oui, bien sûr. Donc, à mon avis, donc, tout d'abord, ça change de personne à personne. Il faut accepter ça. Et puis il n'y a pas vraiment de quoi on peut dire ça s'applique à tout le monde. C'est un peu comme des symptômes de Covid. Il y en a qui en ont, et puis il y en a qui n'en ont pas. Donc là, il faut vraiment pouvoir reconnaître le problème en soi pour pouvoir le résoudre. Mais je dirais il y a des choses quand même qui sont, auxquelles il faut vraiment prendre attention, faire attention. C'est des questions de réexpérience. Donc, si on revoit des choses de temps en encore et encore et encore, si on voit des choses qui sont vraiment des signes de ça. Si on commence à éviter des choses, éviter des endroits qui font penser aux attentats, qui font penser aux actes de terrorisme, hein, etc. Donc, si on commence vraiment à éviter ces endroits, de ne pas vouloir s'asseoir à côté d'une fenêtre dans un restaurant, par exemple, quand on peut, ça c'est aussi une signe. Des altérations de la cognition aussi, ça c'est important.
Donc, ça peut être un peu partout, ça peut être au sein de la famille. On s'énerve très rapidement avec ses enfants ou avec son partenaire, par exemple. Dernièrement, je dirais Tu veux dire, on dispute avec le partenaire et les enfants? Voilà. Donc, si on est habituel, on est assez calme. Et puis, d'un coup, on commence à discuter au sein de la maison, au sein de la famille, avec les enfants, avec le partenaire, etc., avec le chat, le chien, peu importe. Mais c'est vraiment, on ne le fait pas habituellement. Et puis, d'un coup, on fait de la recherche sur le Syrie, sur le Yémen. Et d'un coup, on commence à discuter plus qu'habitude. Ça, c'est très important. Et puis, hyper-excitation, je dirais aussi. Ça, c'est quelque chose où quelqu'un vient derrière vous et puis d'un coup fait un gros bruit et puis d'un coup, tu es excité ou des choses comme ça. Donc, ce sont des grands signes. Je dirais à côté de ça, il y a aussi des problèmes de sommeil, où on n'arrive pas à dormir aussi bien que d'habitude. On boit trop, on boit plus que d'habitude, et je dis ça en temps d'anglais. Ça, c'est en fait, j'ai remarqué ça très tôt avec le Covid moi-même, quand on a commencé le lockdown ici à Berlin. J'ai commencé à boire plus que d'habitude. Ça, c'était vraiment un grand signe pour moi que là, il y a un problème. Et donc, heureusement, j'ai pu reconnaître ça et puis j'ai arrêté tout de suite. Vraiment des petits changements dans le comportement que de temps en temps, toi, tu ne vois pas toi-même, mais les gens autour de toi, ils peuvent le marquer. Donc, toi, tu dors plus que d'habitude ou tu dors moins que d'habitude, tu te couches plus tard que d'habitude ou plus tôt. Des choses comme ça qui sont des petits changements de rythme, ils peuvent être un signe que quelque chose ne va pas. D'où l'importance justement d'y être attentif parce que c'est des changements comme ça qui nous paraissent à chacun imperceptibles, mais qui peuvent être plus frappants pour les autres autour de soi et qui sont d'autant plus du coup difficiles peut-être à voir en fait dans ces périodes d'isolement parce que on n'est pas, on peut se l'avouer, on n'est pas la même personne quand on est derrière un écran où on voit toujours que la moitié d'un tronc d'une personne que quand on est dans une équipe, dans un bureau ensemble. Est-ce que Emmanuel, tu as d'autres choses à ajouter là-dessus? Oui, moi je vois deux choses, deux points sur ce traumatisme. Un premier point, c'est le lockdown, donc on est confiné. Et là, il y a un certain nombre de gens, journalistes, comme je disais tout à l'heure, pour qui c'est pas du tout de méthode de travail normale, qui sont totalement déstabilisés, qui ne sont pas à l'aise en télétravail, soit ils en font trop, soit ils en font pas assez, bon bref, tout ce genre de choses. On a tenté de résoudre en donnant un peu comme un guide de bonne conduite d'être extrêmement transparent, par exemple, sur ses heures d'ouverture et de fermeture, mais transparent sur le fait qu'on peut aussi aller faire une petite sieste pendant un quart d'heure ou qu'on peut aller faire une course, etc. Et ça, c'est un premier point où on a remarqué, nous, des gens qui le vivaient mal et qui donc vivaient une sorte de traumatisme vis-à-vis de ça. Après, il y a le deuxième, je pense, traumatisme, là on est plus dans la rédaction, dans le rédactionnel, dans le journaliste, qui est que, il me semble, mais je peux tromper, qu'on n'est pas encore rentré dans le dur en termes de journalisme. On était confinés, donc tout le monde était confiné. Ce qui fait que même nos équipes ont eu du mal quand même à aller vraiment à l'intérieur du sujet. Nous avons mis au point un système qui était extrêmement bien et qui date précisément du printemps arabe, qui est que chaque reportage en zone Covid, c'est-à-dire au contact de malades du Covid, devait recevoir l'approbation de la rédaction en chef centrale, où que ce soit dans le monde, de façon à ce qu'on puisse vraiment contrôler qui y allait, pas en termes de contrôle, mais en termes de avec qui tu y vas pourquoi, comment nous t'équipons, qu'il y ait un vrai dialogue, qu'il y ait un vrai sens. Il fallait que la chose ait du sens. On ne va pas dans un hôpital, là je me remets au tout début du confinement, on ne va pas dans un hôpital où il y a des malades du Covid juste pour aller dans un hôpital où il y a des malades du Covid. On y va parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a un reportage à faire, parce que ce reportage s'inscrit par rapport à un précédent qui a pu être fait, etc., etc. Et à partir du moment où on en discute, à partir du moment où le journaliste qui est chez lui, je rappelle, il ne va pas repasser à l'agence, hein, il va donc faire équipe. Alors vous savez qu'à l'AFP, on est donc en texte, photo, vidéo. Donc ces gens-là vont faire équipe. Éventuellement, ne se connaissent pas ou peu avant.
Sauf bien sûr s'ils sont à Rome, des gens du bureau de Rome, ils se connaissent. Mais à Paris, par exemple, vous pouvez avoir un photographe qui vient et qui ne connaît pas le journaliste texte et qui ne connaît pas le journaliste vidéo. Et ils vont aller à Creil ou ils vont aller dans un hôpital où il y a eu pas mal de Covid. Notre idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, il devait être, je vais le dire, entouré, encerclé n'est pas le bon mot, mais en tout cas entouré par l'ensemble de la structure AFP qui faisait qu'il n'y allait pas comme ça par hasard, qu'ils y allaient équipés et qu'il y avait un sens rédactionnel très fort à ce qu'ils faisaient. Ce qui fait que la rédaction en chef pouvait dire, bon ben ça, on ne va pas le faire, on estime que les risques sont trop importants. On a eu, ça va très loin, par exemple, il y a des hôpitaux qui nous équipent. Et puis, il y a des hôpitaux qui nous disaient, ça nous est arrivé une fois à Naples, ben là, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de blouses, on n'a pas assez de matériel pour vous équiper. Donc, ben, soit vous venez tout équipé, et c'est des équipements un peu compliqués à obtenir, hein, des combinaisons qui vous protègent du virus, etc. Soit vous ne venez pas. Tout ça, il y avait toute une chaîne de décision au sein de l'agence qui le faisait. Ce qui me semble, pour terminer, c'est que je crois qu'on n'est quand même pas rentré dans le dur et que le dur, on va y rentrer maintenant. C'est-à-dire, on va rentrer dans des reportages où on va vraiment comprendre la souffrance humaine du malade, mais aussi de la personne qui risque de perdre son travail, puisque maintenant on commence à se déconfiner. On peut donc aller rencontrer les gens. Et je crois que ce qu'on n'a pas vu pendant 2 mois, c'est les angoisses, c'est les souffrances, c'est la peur, c'est tout un ensemble de choses. On va y avoir accès à la faveur du déconfinement. Et là, le traumatisme vicariant, je pense, va devenir quelque chose de certainement plus important que ce que ça n'a été jusqu'à présent, il me semble. Et j'en veux pour preuve ou pour mémoire les travaux qu'on a fait à l'époque sur la crise des réfugiés en Grèce, etc., où ça a été une hécatombe chez nous. Enfin, une hécatombe, je me comprends, mais ça a fait beaucoup de dégâts mentaux, beaucoup plus que des guerres ou beaucoup plus que des manifestations. Parce que là, on était exactement dans ce que dit Sam, hein, sur tout ce que Sam a évoqué, sur cette incapacité du journaliste d'aider les réfugiés, ce sentiment d'impuissance, ce fait de revivre, ce fait de boire trop, etc. Je parle d'il y a 3-4 ans sur les côtes de Grèce et de Turquie. Et là, pour nous, ça a été extrêmement important. Et je pense qu'on va y arriver maintenant, certainement à une échelle un peu moindre, mais je pense que c'est maintenant qu'on va y arriver. Alors justement, c'est d'autant plus important en fait d'avoir cette conversation. Peut-être juste avant de passer à la slide suivante, je voulais redire aux personnes qui nous écoutent que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans la chat box, la boîte de conversation, en mettant bien à tous les panélistes et tous les participants pour qu'on puisse prendre vos questions au fur et à mesure si vous en avez ou prendre vos commentaires et Béthane se chargera de nous les faire remonter. Alors, si je peux juste rajouter quelque chose à ce que dit Emmanuel, je suis aussi chez Amnesty, on a la chance, on n'a pas cette obligation qu'a AFP, par exemple, de sortir sur le terrain pour l'instant. Donc, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... C'est pas notre métier. Mais il faut que notre recherche continue. Donc, en fait, ce qui se passe chez Amnesty, c'est que les chercheurs qui sont habituels sur le terrain, qui vont dans les conflits, dans les guerres, dans les endroits où il y a des crises, ils peuvent pas y aller pour l'instant. Donc, eux, ils sont obligés maintenant à prendre les capacités de faire les recherches sur Internet. Donc, sur ce qui se passe au Myanmar, par exemple, en ce moment, on est complètement 100% obligé de faire ça sur Internet. Donc d'un coup, on est jusqu'à là, dans mon équipe, on a pu gérer qui voit ces vidéos. Mais avec le lockdown, avec le shutdown, avec le confinement, en fait, on est combien? On est 550 personnes chez Amnesty. Disons qu'il y a 100 chercheurs. Tous ces chercheurs, maintenant, ils sont obligés d'aller sur Internet trouver des vidéos. Et ça aussi, cela nous pose un problème sur le traumatisme vicaire qu'on n'a pas eu avant, parce qu'on a pu le gérer entre nous. Et je crois maintenant, ça va être un plus grand défi. Tout à fait. Alors, juste un petit point là-dessus. Chez nous, par exemple, tous les reportages, même pas qu'en zone Covid, mais c'est sur la base du volontariat uniquement. Et là, on applique un principe de l'agence qui est depuis longtemps. On a vu des gens, je me souviens de quelqu'un, d'un reporter photo, par exemple, dans une cérémonie pour un soir pour la rupture du jeûne pour le Ramadan en région parisienne, s'est pas senti à l'aise parce qu'il était à faire son reportage photo dans une famille, une quinzaine de personnes.
Certains avaient des masques, d'autres non, etc. Il ne s'est pas senti à l'aise, mais par contre, il s'est senti suffisamment à l'aise pour dire à sa hiérarchie photo, bon, ben, je ne le referai plus. Voilà, ce genre de reportage, je ne me suis pas senti bien, je ne le refais pas. À partir de là, pour nous, je dirais, ça va, dans la mesure où la personne sait s'auto, je dirais, évaluer et se dire, ça, pour moi, c'est trop, je ne le fais pas. Bon, ben, on a gagné, entre guillemets, quoi. Et justement, à propos de cette capacité à s'évaluer soi-même, en fait, dans plusieurs articles que j'ai pu lire pour préparer ce webinaire sur les questions de traumatisme vicariant chez les journalistes, en fait, on retrouve souvent cette mention que, effectivement, le sujet est peu abordé dans le milieu professionnel du journalisme et qu'il est un peu tabou, même si ça a évolué un peu ces dernières années, et que, en fait, reconnaître ces signes d'inconfort, ça pourrait équivaloir à un aveu de faiblesse ou se voir privé finalement de travailler sur les sujets les plus intéressants ou les plus captivants, etc. Et que par ailleurs, on retrouve aussi cette idée que les journalistes sont des professionnels par nature très résilients, mais que ça ne doit pas les dispenser justement de se préoccuper de leur bien-être mental. Alors, vous, à quelle occasion est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet-là en fait? Qu'est-ce qui dans votre pratique professionnelle à tous les deux, vous a fait rencontrer ce sujet et vous a commencé à déclencher cet intérêt pour ce sujet-là? Je vais peut-être laisser ça me répondre parce que je suis totalement à court de batterie. Il faut que j'aille chercher mon cordon. Ok, très bien. Traumatisme technique. Moi, je dirais, moi, j'étais chef de rédaction chez Eurovision entre 2010 et 2013. Donc, c'était le temps où a vraiment commencé le printemps arabe. Et moi, j'avais une équipe d'une 25-26 journalistes à Genève, dont seulement 3 parlaient arabe. Et là, on était basé à Genève, personne n'allait sur le terrain, mais ils étaient censés de regarder ces vidéos sur YouTube, Facebook, Twitter, etc. Et c'était vraiment le moment où il y avait beaucoup et on ne savait pas vraiment ce que c'était la vérification des médias sociaux. Donc, c'est vraiment un peu un nouvel terrain. Et donc, moi, j'ai eu une très, très bonne idée. C'était de mettre chaque journaliste qui parlait arabe chaque jour. Donc, comme ça, on avait tous les jours un journaliste dans l'équipe qui parlait arabe. Mais au bout d'un mois, 2 mois peut-être, j'ai vu l'impact que cela a eu sur ces 3 journalistes. Ils allaient d'être les meilleurs journalistes de l'équipe. Et puis, d'un coup, ils étaient les pires. Ils n'étaient pas bien, ils sourissaient pas, etc. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait. Je n'avais jamais entendu parler du traumatisme vicariant. Moi, pendant mes études, personne ne m'a parlé du traumatisme. Pendant 10 ans, dans les rédactions, personne ne m'a parlé du traumatisme. D'un coup, on était face à ce problème. Donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. J'ai trouvé quelqu'un en Irlande qui travaillait avec la police, les policiers qui faisaient la recherche sur la pédophilie sur Internet. C'était un peu le même, pas vraiment, mais un peu. Et puis, on a commencé à se rendre compte. Et puis, j'ai demandé chez la BBC, j'ai demandé chez tous les membres de Eurovision, France Télévisions, Canal+, TF1 à l'époque. Personne n'avait jamais pensé du traumatisme vicariant. Donc, j'ai eu la chance après de faire un peu de recherche là-dessus en 2015. Et puis, j'ai écrit le livre avec First Draft en 2017. Donc, maintenant, chez Amnesty et aussi un peu chez First Draft, j'essaie de parler de ça autant de possible. Je pense aussi que c'est très important qu'en tant qu'homme, je parle de ça parce que les hommes, ils ne sont pas aussi bien à s'exprimer là-dessus, je dirais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs endroits et j'essaie d'être aussi franc que possible sur mes expériences pour que les autres s'ouvrent un peu. Et puis chez Amnesty, je crois dans notre équipe, ça va mieux. C'est pas parfait, mais on a maintenant dans la boîte, dans l'équipe, un sens de l'impact du traumatisme. Je ne sais pas si Emmanuel il a son câble. Attends, c'est bon. C'est bon. Nous, ça a démarré, comme je disais Alain, au début. En fait, le moment vraiment de prise de conscience, ça a été le printemps arabe. Comme on est une agence de presse, on est forcément
avant tout le monde sur l'événement, puisqu'on a des bureaux partout et qu'on a des envoyés spéciaux, etc. Donc, quelque part, on a dû réagir plus vite que les autres. C'est pas qu'on est meilleur, mais c'est qu'on était de toute façon sur l'événement. Et comme beaucoup de médias, pendant 30 ans, 40 ans, il y avait en fait les journalistes de guerre qui couvraient des guerres, des conflits. Donc ceux-là, ils étaient labellisés journalistes dangereux, prenant des risques, etc. Et puis, il y avait les autres. Et quand on envoie les autres au printemps arabe, qui était quand même, vous souvenez-vous, au tout début, des manifestations destinées à libérer des populations, et c'était plutôt quelque chose de joyeux et de sympathique, et que les jeunes femmes qu'on envoie, JRI et hommes, mais je me souviens de quelques femmes, reviennent vraiment en très mauvais état parce qu'elles ont subi des attouchements, parce que ça a été extrêmement violent, parce que la foule a été violente, etc. On comprend que finalement notre curseur n'est pas bon et que la façon qu'on a de notre intelligence du reportage, elle n'était pas bonne, quoi. Voilà. Et à partir de là, on a mis en place tout un système d'aide et d'écoute en prenant en compte le fait qu'il n'y avait pas une échelle hiérarchique et officielle du danger, que par exemple, lorsqu'on est un jeune journaliste à Nantes qui couvre des manifestations extrêmement violentes sur la loi travail à l'époque ou de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il peut ou elle peut ressentir un danger beaucoup plus fort qu'un journaliste qui se retrouverait en Syrie ou autre. Et à partir de là, on a compris qu'il fallait qu'on diversifie nos formations, il fallait qu'on fasse des formations pour les couvertures d'émeutes, il fallait qu'on briefe et débriefe justement les gens et qu'on intègre, alors on s'est fait aider, on ne l'a pas inventé tout seul, mais de comment on va débriefer les gens, c'est-à-dire leur permettre de raconter leur reportage, de le refaire d'une certaine façon, de façon à voir en quoi nous avons failli, lui et elle, mais nous, évidemment, en termes d'organisation, d'aide, etc. Je me souviens de débriefing, par exemple, pour l'ouragan Irma aux Antilles, qui était très, très instructif parce que l'entreprise n'avait peut-être pas donné tout ce qu'on aurait dû ou pu donner pour aider, parce qu'on ne le voyait pas, on n'avait pas les bons capteurs, etc. Donc, ça permet c'est à partir de là où nous, on a compris qu'il fallait qu'on arrête de penser que telle situation est labellisée dangereuse, mais qu'on se dise que le danger, c'est surtout la rencontre entre un être humain et une situation. Et que cette situation peut être dangereuse mentalement, humainement, pour quelqu'un, et peut ne pas l'être pour l'autre, je dirais. Voilà, et donc à partir de là, on a travaillé, on a diversifié les formations, comme je vous disais, on a écouté, on débrief. Finalement, quand le Covid est arrivé, il s'inscrivait relativement bien là-dedans. Enfin, ça a plutôt conforté ce qu'on faisait depuis un moment, plutôt que de nous avoir appris autre chose. Après, il y a quand même un point très important dont Marie, tu as parlé au tout début, qui est qu'effectivement, là, notre propre santé en tant que journaliste, puisqu'on va sur le terrain et qu'on rencontre des gens qui ont le Covid, elle peut être menacée. Je vois par exemple avec le déconfinement, et ça peut-être, Sam, ça vous est arrivé ou ça va vous arriver, on sent des toutes petites crispations au siège. Là. Pendant tout le temps, il y avait à peu près sur 1000, 1040 personnes, il y avait en gros une moyenne de 30 personnes pendant le confinement. Et là, maintenant, ça a doublé ou un peu triplé. On a pu être une petite centaine, etc. Aujourd'hui, je crois que c'était 70. Bon, il y a déjà des petites frictions. On sent des petits moments d'énervement parce que chacun a sa propre, évidemment, sa propre santé. Alors qu'on distribue des masques, on a tout un système qui fait que partout dans le monde, les gens ont des masques, du gel, etc. Mais on sent quand même un peu ce genre de choses et effectivement, c'est à prendre en compte, quoi. Tout à fait. Béthane, je crois qu'il y avait une question. Oui, alors la question est, quel geste barrière, entre guillemets, préconisez-vous pour essayer de prévenir le traumatisme vicariant pour les journalistes de terrain et pour ceux qui analysent les images en ligne? Et en tant que manager, que mettre en place quand une personne de son équipe commence à montrer ces signes? Alors justement, c'est des choses qu'on va traiter ensuite parce que justement, le guide de Sam, par exemple, est plein de conseils. Il y a des articles publiés chez First Draft aussi par notre collègue Lydia Morish qui donne aussi des conseils vraiment très pratiques sur la manière en fait d'essayer de prendre soin de ça et de se protéger en tant que journaliste mais aussi en tant que rédaction. Je vous enverrai les liens après le webinaire. Mais effectivement, peut-être que Sam, si tu as des réponses à ces questions. Ouais, bon, je crois pour la personne, pour le journaliste même,
le plus important, c'est le premier sur le slide là. C'est être conscient de ses ressentis ou reconnaître le problème. Ça, c'est numéro un. Et si on n'arrive pas à faire ça, dans tout le reste, honnêtement, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour moi, le grand but chez nous, c'est vraiment de sortir les gens, d'en parler de ça, d'en parler de ça. Parce que si on n'en parle pas avant, une fois qu'on est dedans, et je crois Emmanuel a très très bien parlé de ça chez AFP, AFP a fait beaucoup de préparation sur autre expérience pour dire que chez Covid, là maintenant, bon, c'était pas parfait, mais ça allait mieux que peut-être ça aurait pu aller. Excuse-moi. Donc, être vraiment conscient de ça, de vraiment reconnaître le problème, c'est numéro un pour moi. Donc, pour moi, par exemple, si on vu ce que j'ai évoqué avant, c'est des changements sont des fois très, très petits. Donc, si on n'en parle pas, si, par exemple, je ne dis pas à ma femme, ben, maintenant, en ce moment, je travaille sur des crimes de guerre en Syrie. Je regarde des vidéos des attentats à Idlib où je fais des études de la recherche sur les manifestations en Colombie. Et puis, bon, il y a des changements et des changements. Et si elle ne sait pas, elle ne saura pas d'où ça vient. Parce que c'est très important qu'on parle avec les autres et on cherche de l'aide des autres, qui ce soit. Donc, c'est important pour chacun de vraiment trouver la personne pour eux avec qui ils peuvent en parler. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un à la maison, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui on sort, peu importe. Mais c'est très important de trouver quelqu'un. Ça, c'est problème chez Covid, dans le confinement, ça devient plus dur. Et c'est pour ça que c'est très important de faire des check-ins, des téléconférences, très souvent avec l'équipe ou avec les collègues. Claire, évidemment, bien évidemment, je ne parle pas des freelances ici. Je parle avec des gens qui sont dans une boîte qui travaillent avec d'autres personnes. Et puis, bon, je crois qu'on pourrait faire un autre webinaire juste pour les freelances. Donc, je ne vais pas évoquer ça maintenant. Même ceci dit, par rapport au freelance, si je peux juste donner mon témoignage, parce que j'étais freelance avant de commencer à travailler à First Draft, et en fait, il y a tout un réseau, en fait, justement, de journalistes indépendants ou de journalistes freelance, de travailleurs indépendants en général, qui peut se constituer de manière assez naturelle et qui permet justement d'avoir des échanges de pairs de ce type-là et qui doit être d'autant plus important et d'autant plus valorisé dans ce type de période, je pense. Oui, tout à fait. Et aussi des freelances, ils ont des réseaux, des collègues avec qui ils ont travaillé souvent, etc. Et puis, je dirais de prendre soin de soi. Ce que j'ai constaté tout de suite avec le Covid, c'est que moi, je ne dormais pas bien. Et aussi en tant que news junkie, ex-journaliste, quelqu'un qui travaille dans le domaine des droits humains maintenant, j'ai toujours été quelqu'un qui est accro aux actualités. Donc là, on a eu des notifications tous les 30 secondes. Il y a, je sais pas, il y a 80 morts à Berlin, il y a 120 morts à Paris, il y a 200 morts en Angleterre, etc. Et puis, au début, donc ça veut dire en mars maintenant, moi, j'étais tous les 5 minutes, j'étais sur Twitter en regardant des actualités et rien ne changeait. Et là, je n'avais pas de contrôle. Et d'un coup, tout de suite, très tôt, je me suis rendu compte qu'il fallait, par exemple, ne pas ramener mon téléphone, mon portable dans la chambre, par exemple. Ne pas dormir avec le portable, c'était la meilleure chose que j'ai fait pendant tout ce temps pour me protéger. Ça paraît être une chose très, très petite, mais en fait, pour moi, ça a été une chose très, très grande. Oui, je vais rester là, je crois. Emmanuel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Est-ce qu'on passe au point de vue manager?
Dans la question qui était… Ah non, oui, c'est ça. Moi, j'allais aller sur la question sur les managers. Justement. Je pense qu'effectivement, c'est l'écoute. Enfin, ce qu'on disait, ce que Sam a très bien dit, ce qu'on a, nous, essayé de faire en sorte, c'est que nos managers d'équipe ou de bureau, etc., soient vraiment à l'écoute. Et Sam l'a dit, les conférences hebdomadaires d'équipe, les réunions d'équipe, quoi, par Teams ou Zoom ou autre, ça, c'est extrêmement important. Ne pas lâcher la corde, je dirais, hein, avoir cette ligne de vie entre les gens qu'on a naturellement au bureau, la retrouver d'une autre façon. Et ça, effectivement, c'est extrêmement important. Sur les pigistes, un tout petit point. Alors, la France a un système, comme vous savez, c'est-à-dire que toute personne qui était, par exemple, des parents ayant des enfants en âge scolaire et qui devaient s'en occuper pendant le confinement étaient placés en arrêt maladie au début. Maintenant, ils sont en chômage partiel et l'AFP compense de façon à ce qu'il n'y ait pas une perte de salaire. De même pour les pigistes, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau français qui fait qu'on lise sur les 12 derniers mois du revenu du pigiste et on lui assure qu'il aura ça. Et l'AFP, pareil, compensera si jamais les mesures d'État ne sont pas suffisantes, compensera pour qu'il y ait vraiment la moyenne des 12 derniers mois qui soit assurée, etc. Et ça me semble très important parce que sur le traumatisme, je trouve qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais si l'entreprise, y compris pour des pigistes, ne fournit pas toute cette aide logistique, toute cette aide derrière, et logistique, mais aussi matériel, évidemment, d'argent, etc., je pense que là, on a encore plus la recette pour un traumatisme. Le pire pour quelqu'un, journaliste, mais pour n'importe qui, c'est de se sentir seul dans son reportage, dans sa peur par rapport au Covid, dans sa peur personnelle, parce que je vais en reportage, c'est un cas qui m'a été soulevé pas mal de fois depuis le début du confinement. Quelqu'un va en reportage, mais va rentrer chez lui ou chez elle, il y a la famille, il y a les enfants. Est-ce que je fais ce reportage? Est-ce que je ne le fais pas, etc. Cette décision ne peut pas être une décision à prendre seule. Nous ne pouvons pas laisser la personne seule décider finalement de la santé des autres, vous voyez, de la famille. Il faut que ce soit une décision dont on peut discuter avec son manager, avec son équipe, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, je trouve. Bah, c'est de là que viennent particulièrement les angoisses du déconfinement, où du coup, pour les journalistes, mais aussi pour la population en général, on se retrouve soi-même en responsabilité de choix sur décider qui on va voir, à quelle heure, combien de temps, à quelle proximité, et du coup, avec quand même un risque mortel potentiel derrière. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. Et je pense que quand on reparle justement de l'aspect manager responsable, j'imagine que c'est important pour les managers, pour les responsables, pour les organisations, de savoir justement reconnaître les signes du traumatisme vicariant, d'y être attentif. Et on parlait aussi dans le webinaire en anglais, Sam, de cette question de montrer l'exemple aussi. Justement, c'est vraiment important, comme tu disais, de partager ses expériences en propre, mais aussi d'avoir un facteur d'exemplarité dans ce processus. Tout à fait, je suis 100%. Ouais. Il faut absolument que, et on a eu la chance, j'ai eu la chance ce matin, on a eu un meeting chez Amnesty avec toute la boîte où notre secrétaire général a vraiment parlé de ses expériences pendant le confinement basé à Genève. Donc, ça commence à s'ouvrir un peu là, mais déjà, elle a eu des problèmes elle aussi. Donc, et ça a aidé à tout le monde de voir que c'est vraiment un problème humain. Et vraiment de montrer en tant que manager, c'est vraiment il faut passer de cet exemple de hiérarchie où le manager, c'est le top et puis tout le reste est en dessus. Là, vraiment, on est tous ensemble là-dedans. Et je crois que le rôle des managers en ce moment a dû changer. C'est pas un manager en tant de gestion, c'est vraiment un manager en tant d'être humain qui peut soutenir l'équipe à aller vers d'avant en reconnaissant les limitations du confinement. Et si on a des enfants à la maison, si on a des personnes âgées à la maison, si on est seul même, ça peut impacter à chacun différemment. Et il faut comprendre en tant que manager ce que peut-être ça a changé tout petit peu maintenant, mais au début, pour nous, si on arrive à faire 2 heures par jour, ça, c'est génial. Si on arrive à faire 4, 5, génial. Si on arrive à faire rien,
pas de problème, génial aussi. L'important, c'est que on regarde vers l'avenir, on regarde vers la santé de l'entreprise, de la boîte. Si on attend que les gens ils font beaucoup maintenant, c'est que plus tard dans l'avenir, ils vont rien faire, ils vont nous quitter, ils vont faire autre chose. Et donc, c'est vraiment là le moment de montrer l'exemple en tant que manager, en tant qu'entreprise et donner toutes les ressources de l'entreprise pour soutenir son équipe, comme a dit Emmanuel. Très important. Justement, ouais, on est sur à peu près les mêmes types de conseils sur comment gérer ça en tant qu'organisation. En particulier, comme tu le disais, sur effectivement être réaliste sur les attentes en termes de productivité, ce qui n'est pas toujours un aspect facile à tenir, en particulier quand on est dans des environnements comme ceux du journalisme où il y a quand même une pression très forte, plus cette idée d'une actu chaude qu'il faut traiter quasiment en temps réel. Donc, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais qu'il faut réussir à trouver en tant qu'organisation aussi, quoi. Oui, on a été confronté à l'agence, évidemment, forcément, peut-être plus vite et plus fort que d'autres médias qui sont moins sur le terrain. On a été confronté au décès, par exemple, de journalistes en reportage, à la décapitation, à l'enlèvement et la décapitation de James Foley, qui travaillait pour nous, etc. Et donc, on a été très rapidement et depuis quelques années confronté à la chose suivante, qui était de dire attention, ce métier devient de plus en plus dangereux, hein, parce qu'en gros, depuis le début de la décennie 2010, il est quand même devenu de plus en plus dangereux. Donc, faisons attention à nous, parce que si nous ne mettons pas en place des processus de protection, que ce soit des protections physiques ou autres, mais protection mentale, nous n'allons pas y arriver. Donc ça, c'est un discours que nous, on a eu depuis quand même un bon moment, et notamment aussi d'un point de vue rédactionnel pur. Tu parlais, Marie, de la pression de l'événement. C'est vrai qu'un bon agencier, c'est celui qui sait en même temps conjuguer la rapidité avec laquelle il donne l'info et puis la fiabilité de l'information. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour la vérifier, mais malgré tout, il faut quand même être le premier à la donner. Ou en tout cas, il faut faire tout pour être le premier. Et donc, dans ce calcul entre quels sont les risques que je prends pour donner l'info, etc., c'est un travail que nous avions déjà entamé, qui fait que ça nous a été plus facile aujourd'hui avec le Covid de dire aux gens, numéro 1, pensez à vous, faites attention à vous, organisez votre télétravail comme vous pensez au mieux. Dites-nous si vous êtes embêté dans ce télétravail. Le médecin du travail est très, très à l'écoute, justement, et beaucoup de gens lui remontent du mal-être, mais pas forcément un mal-être monstrueux, mais juste, je ne suis pas bien dans mes conditions de télétravail. Ça peut être une chaise qui ne va pas, par exemple, hein, ça peut être ce genre de choses. Eh bien, tout cet aspect-là, à mon avis, aide énormément à ce qu'on puisse faire en sorte que les gens soient, je dirais, le moins mal possible. Mais c'est sûr que, alors que je trouve que quand même, globalement, une agence de presse, c'est quand même un métier où les relations sont dures parce qu'il y a cette pression de l'événement qui est extrêmement forte. C'est vrai que là, il y a eu un changement, ou en tout cas, immédiatement, ça a été de dire, premièrement, faites attention à vous, numéro 1, protégez-vous, dites-nous comment vous comptez travailler. Là, par exemple, c'est j'allais dire au bon vouloir de chacun de décider s'il veut ou elle veut revenir à l'agence, revenir à temps plein, revenir à mi-temps, un jour sur deux, pas du tout, etc. Vous voyez, on a vraiment cette liberté totale et ça fait quand même qu'on se sent bien et, par rapport à sa propre sécurité, je dirais. Mmh. Alors, peut-être rapidement, parce que je vois qu'on arrive un peu en fin d'heure. Sam, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques, du coup, tu nous en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui ont été mises en place autour de cette période de confinement, déconfinement, autour du coronavirus à Amnesty? Alors, vraiment, en 2 mots, si c'est possible. Bon, ils existaient déjà et on a juste essayé de les continuer. Donc déjà, on travaille beaucoup sur Slack et le conseil numéro 1 que je peux avoir pour une équipe dispersée qui travaille sur Slack ou Teams ou peu importe, c'est pas grave, c'est il faut que ce média soit pas uniquement pour le travail. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est d'établir une chaîne sur Slack où on partage toutes des blagues, des photos d'enfants, des photos de chiens, des photos de chats,
comme ça, on crée une équipe, même si on est à 8 heures d'écart. On voit la vie à Denver, on voit la vie à Buffalo, on voit la vie à Genève, à Berlin. Et on est actif là-dedans. Et ça, c'est un travail. Hein. Ça, c'est vraiment un travail. Il faut s'y mettre. C'est très facile à oublier de mettre une blague du jour, par jour ou 2 jours. De montrer un peu la vie, comme ça déroule. Donc, on a fait ça depuis 2 ans, mais j'ai vu que ça a augmenté pendant ce temps de confinement. Et donc, vraiment, à chaque équipe, je peux que conseiller d'avoir un truc comme ça. Comme ça, on garde l'idée de l'esprit d'équipe. Et puis, on avait déjà aussi, j'ai vu ça avec beaucoup de Zoom, des happy hours, si on veut. Et tous les jeudis, on a un happy hour avec notre équipe de 19 personnes qui peuvent y aller, y va. On a eu ça déjà depuis plusieurs années aussi. Et ça aussi, on voit une augmentation de participation dans ces happy hours pendant la période de confinement. Donc, vraiment faire un effort de créer l'esprit d'équipe dispersé, ça a beaucoup aidé pendant ce temps, je dirais, pour nous. Mm-hmm. Et Emmanuel, du coup, pour les mesures spécifiques qui ont été mises en place à l'AFP. Voilà, on les voit sur l'écran, effectivement. Alors, cette mise en place d'une cellule qu'on a appelée continuité, une cellule de crise, elle a permis, d'abord, elle permet à n'importe qui de l'AFP de nous écrire et de nous dire il me manque ci ou ça, ou j'ai un problème avec ci ou ça, etc. Que ce soit d'un point de vue humain ou malade, ou quelqu'un, un chef de poste d'un bureau de province qui hier nous dit j'ai quelqu'un qui est malade, qui va être à nouveau en arrêt maladie, etc. Vous voyez ce genre de choses, ou bien des trucs très techniques, très pratiques. Je suis éditeur photo, mon double écran à la maison n'est pas bon, est-ce que je peux venir en chercher un autre, etc. Donc, une sorte de dialogue qui fait que moi je vois que c'est ça un peu comme une corde de vie, une ligne de vie comme en marine, qui fait que la personne n'est pas seule. Donc ça, c'est pas mal. On a effectivement, alors d'un point de vue mondial, fait tout pour qu'il y ait toujours les matériels de protection, donc les gants, les masques, les combinaisons, les choses comme ça. Grosso modo, on y est arrivé. Il y a eu parfois pas des pénuries, mais on était vraiment à distribuer le masque quasiment à l'unité. Là, je parle des masques un peu compliqués, les fameux FFP2 pour aller en zone où il y a des malades du Covid et tout, parce qu'il y en a eu des gros problèmes d'approvisionnement. Et puis, on a effectivement ces guidelines dès le début, la conception du télétravail, un peu des guides pratiques, de bonnes pratiques, de comment faire, de n'en faites pas trop, de ceci, cela, qui étaient plutôt bien. Et on a alors des accompagnements psy, on en a, mais ce n'est pas que l'AFP. Audience, la mutuelle française pour les journalistes a un système d'aide. Nous, on a un système d'aide aussi avec une hotline psy. Et donc, voilà, grosso modo, je pense qu'on arrive à peu près à répondre aux questions qui peuvent se poser. Mm-hmm. Mais c'est surtout les messages qui ont été diffusés pour l'ensemble, de la part de la direction, pour dire… par exemple, là, depuis 2 mois et demi, je n'ai pas vu, et je regarde évidemment ce qui se fait dans la rédaction, je n'ai pas vu des commentaires désobligeants sur pourquoi on a raté ça, ou là on était un peu en retard, ou autre, etc. C'est pas tellement le sujet en ce moment, Et d'ailleurs, on voit qu'on rate, je vous dis ce que je disais au début, la production est vraiment quasiment uniforme, par rapport à… D'accord. Alors, juste pour témoigner aussi, de notre côté, à First Draft, en fait, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place qui ressemblent un peu à ce que vous avez évoqué sur le fait d'équiper les gens pour le travail à distance. On est en train de finaliser ça, d'ailleurs. C'est encore en cours, mais on essaye de faire en sorte que tout le monde ait un poste de travail digne de ce nom là où il travaille. Et puis, effectivement, on a aussi des chaînes Slack sur lesquelles on peut partager à la fois… des choses dont on est fier et qui donnent de la valeur au travail qu'on fait à First Draft, mais aussi des choses qui sont plus de l'aspect de la détente. Par exemple, on a des chaînes Slack sur la nourriture, sur la musique. Et puis, on a une collègue, Jennifer, qui propose des cours de gym en ligne toutes les semaines qui sont assez suivis par certains membres de notre équipe. On a une table de déjeuner virtuelle qui est notre table de déjeuner qu'on avait avant où en gros les mêmes personnes se retrouvent. Et puis effectivement, on a aussi des apéritifs virtuels, mais on a aussi un aspect plus institutionnel en fait avec un cadre cohérent qui suit les propositions gouvernementales sur les questions de confinement, de travail à distance et la proposition aussi d'un accompagnement psy. Donc on a aussi ces aspects-là.
Et Alors, ça, je le note, hein, ce que Sam et toi vous dites là sur ces tables rondes, je dirais un peu plus détentes, etc. On n'a pas du tout ça à l'agence et je trouve que c'est une très bonne idée. Et il y en a un petit peu dans les services, il y a des réunions de services qui sont un peu à défouloir, mais c'est pas organisé aussi bien que chez vous. Et je le note parce que je trouve que c'est une super idée. nous, on en a même été à avoir un article, par exemple, où on échangeait aussi nos trucs et astuces ou nos vidéos de mignonnerie qu'on préfère, par exemple avec des pandarous, des loutres qui se tiennent la main pour dériver ensemble, des choses comme ça qui sont vraiment très très mignonnes et qui font beaucoup de bien, même si elles sont beaucoup moins formelles que les autres aides. Alors, je voulais prendre un moment pour les questions, sachant que on arrive vraiment à la fin et que je voulais aussi vous parler encore de quelques ressources après. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes de plus? Est-ce que Sam et Emmanuel, vous êtes d'accord? J'ai une visio conf justement à 14 heures, mais je vais faire un mail pour dire que je serai un peu en retard. Donc oui, on peut. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la chat box? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos intervenants? Alors, pas pour l'instant, mais je vous le signalerai s'il y en a qui viennent. Ok. Alors, je vais vous laisser formuler vos questions si vous en avez. Et entre-temps, je vais vous parler aussi de quelques ressources dont on a parlé et qu'on vous enverra en fait ensuite à la suite de ce webinaire. Donc, on a parlé du guide de Sam DeBarley et Michel Grant qui a été publié à First Draft, dont je vous enverrai le lien. On a parlé aussi du Crisis Evidence Lab sur lequel il y a aussi des conseils. Des articles de ma collègue Lydia Morish à la fois à destination des journalistes et à destination des rédactions. Ce guide qui est très intéressant pour les rédactions au temps du coronavirus en anglais. Le Dart Center for Journalism and Trauma qui est vraiment une référence absolue en la matière et pour lequel on a un autre guide en français après qui puise largement ses références là-dedans. L'INSEE qui m'a été signalée par Emmanuel et qui a fait une newsletter, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si elle est accessible à tout le monde parce que je ne l'ai pas retrouvée sur le site internet, sur effectivement le maintien du bien-être mental des journalistes durant la crise du coronavirus. Un guide de Reporters sans frontières pour les reporters en zone à risque qui est intéressant parce qu'il parle de ces aspects effectivement de briefing, débriefing autour des missions et des questions de trauma possibles autour des missions en zone à risque. Et un guide que j'ai trouvé de Search for Common Ground et Radio for Peacebuilding Africa qui est en français et qui parle aussi de la couverture des événements traumatiques mais qui date déjà de 2011 et qui reprend en grande partie effectivement les éléments du Dart Center. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions entre-temps. Mais si ce n'est pas le cas, je vais vous signaler qu'on a aussi, nous à First Draft, créé un portail de ressources à destination des journalistes comprenant des guides, dont 2 en français pour l'instant, mais les autres guides sont en train d'être traduits et vont arriver très bientôt dans les box. Aussi une base de données à explorer avec les debunks et les fact-checks autour du Covid-19 au niveau international, dont les fact-checks de l'AFP par exemple, avec les autres webinaires, avec un cours en ligne pour les journalistes dont je vais vous parler ensuite. Et vous avez le lien ici, donc on le met à jour en continu, donc n'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement. C'est vraiment disponible et gratuit pour tout le monde et pour les journalistes en particulier. On a ce cours en ligne qu'on a fabriqué pour les journalistes qui parle à la fois des questions de vérification et d'investigation en ligne, mais aussi justement de protection de soi, qui est en anglais pour l'instant, mais qu'on est en train de traduire en français et qui sera disponible en français, je l'espère, à partir de la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à me le signaler quand vous recevrez le mail de suivi de ce webinaire. Et enfin, s'il n'y a toujours pas de questions, je voulais d'abord vous remercier, Emmanuel et Sam, vraiment beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous, de vous être prêtés au jeu. C'est vraiment essentiel d'avoir des témoignages comme les vôtres sur des sujets qui sont pas souvent abordés et pas toujours faciles à aborder non plus. Ce webinaire aurait vraiment pas pu se faire sans vous. Merci aussi à Béthane et Annelle pour leur soutien inestimable et toujours répété. Et merci enfin à toutes et tous pour votre attention, en espérant que ce webinaire vous aura apporté des réponses concrètes
et des aides concrètes et des envies peut-être de vous écouter plus, d'être plus à votre propre écoute et à l'écoute de vos collègues. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, sauf questions. Et prenez soin de vous. Merci. Et juste un commentaire de Elodie Vial qui dit merci beaucoup pour cet échange et d'expérience vraiment très intéressant, très utile et merci à tous. Merci Elodie. Qui a travaillé avec Emmanuel d'ailleurs sur ces questions-là de cybersécurité. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup Elodie, c'est très gentil. Et merci à tous et bonne continuation de journée et à très bientôt j'espère en ligne. À bientôt. Merci Marie pour l'organisation. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.